On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait le bilan 2017, le bilan touristique de Tourisme Montérégie, nouveau conseil d'administration et puis quelques éléments également pour le lancement de la présente saison. Mais d'abord, il est le nouveau directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Pourtant, il n'était pas destiné à ce boulot il y a à peine quelques jours, quelques semaines. Je parle ici de Michel Milot. La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu a maintenant un nouveau directeur général en la personne de Michel Milot, qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, merci. C'est arrivé comment, cette opportunité-là? Parce que, évidemment, les gens, surtout le milieu des affaires, savent que Michel Milot a été longtemps propriétaire du Provigo sur la rue Saint-Jacques. La compagnie a décidé de fermer l'épicerie. Tu t'es retrouvé ensuite du côté du IGA Pérou-Gilina, dans le secteur Douglas. Et là, on savait que oui, tu siégeais au conseil d'administration de la Chambre de commerce, mais de là en devenir le directeur général et de changer de boulot, pourquoi? C'est une surprise, c'est une grosse réflexion parce que, premièrement, j'étais très heureux avec M. Perrault comme directeur de magasin. J'étais en attente de faire l'achat d'un IGA. Oui. Donc, quand j'ai pris le mandat de dire je vais chapeauder le comité pour faire l'embauche du nouveau DG, jamais que j'aurais pensé que j'aurais cet emploi-là. Parce que tu étais responsable en plus du comité. Oui, j'étais responsable du comité. C'est moi qui recevais les CV. Je faisais une première présélection. J'envoyais ça au conseil exécutif, puis après, on faisait la rencontre. Puis le vendredi du long week-end, je reçois un téléphone, puis on me dit « Michel, ça ne te tente pas de faire la job de DG? Je te verrais là, tu connais tout le monde, tu es impliqué dans la chambre, tu connais les dossiers, puis qu'on se met à discuter des conditions de travail, puis tout ça. » Puis là, je dis, bien écoute, peut-être. Je vais avoir besoin de réflexion parce que moi, je m'en allais pas là du tout. J'ai besoin d'un peu de temps. Puis la fermeture des CV terminait le 25. Donc, il me restait du temps pour réfléchir. Je prends le long week-end. Je dis, je prends le long week-end, je vais vous donner une réponse au début de semaine. Lundi, je m'en vais à Shawinigan. Puis à mon retour, je vais vous donner la réponse. Le soir même, le vendredi soir, Audrey, elle m'appelle et elle me dit « Michel, elle dit, je viens de parler avec Stéphane, ce serait vraiment le fun, franchement, ce serait une continuité pour nous, la Chambre. Tu es au courant des dossiers, c'est vraiment un gros wow, là. » J'ai dit « Audrey, as-tu pensé que moi, l'automne, je vais être président, puis là, tu n'auras plus de président? » Oui, mais ça, c'est d'autres affaires également, parce que là, vous étiez vice-président du CA. Oui. Donc, destiné comme étant probablement le futur président pour remplacer Audrey Bogmans. Exactement. Donc, je reviens. Ça change les plans. Ça change les plans. Ça change les plans. La partie la plus difficile qui a été de choisir, c'est est-ce que je fais une croix sur être entrepreneur de ma propre business une deuxième fois? Puis là, ma femme, elle me dit, Michel, elle dit, as-tu vraiment besoin de t'acheter un IGA dans ta vie professionnelle, dans ton parcours? Qu'est-ce que ça va te donner de plus que de dire, moi, j'ai déjà été marchand d'un Provigo, OK. Tu as un plus, j'ai été marchand d'un IGA, puis là, tu vas travailler des heures interminables, qualité de vie qui va être largement diminuée. As-tu besoin de ça? En faisant les démarches que je suis en train de faire à Shawinigan, mais j'ai dit non, je pense que je n'ai pas besoin de faire. Bon, parce que pour faire une histoire courte, Stéphane Legrand, qui a été le directeur général pendant quelques années, donc a quitté pour assumer aujourd'hui la direction générale du Journal de Canada français. Donc, évidemment, Stéphane Legrand annonce son départ. S'ensuit évidemment des rumeurs et des candidatures. Et même ton nom, moi, est arrivé dans mon bureau pour me dire hey, « Écoute, Michel Milot, ça nous ferait un bon gars. » Même les gens me disent « Mais je dis, est-ce que ça l'intéresse vraiment? Je ne sais pas. » Tu sais, je dis... Puis je me rappelais de nos conversations, peut-être plus privées, qu'on avait eues dans les dernières années, où tu me disais « Ben là, oui, peut-être je vais me racheter de quoi. » Ou peut-être pas, finalement. Tu sais, tu me disais « Est-ce que je veux vraiment me rembarquer? » Mais je pense que toi-même, tu avais cette réflexion-là de dire « Je sais pas, t'es quel âge? 57? 58? Tu as l'air de 48, mais bon, 58. Mais toi-même, tu avais cette réflexion-là de dire est-ce que je me rembarque ou je ne me rembarque pas? Parce que là, comme tu dis, c'est des heures interminables. Ouais. C'est d'avoir aussi à sa charge une entreprise qui nous appartient. Là. Il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Énormément.
Mais tu l'avais encore dans le goût, mais pas sûr. C'est ça? C'était comme ambivalent. Mais après la fermeture du Provigo, j'ai pris 22 semaines de vacances. Quand je suis retourné travailler avec M. Perrault, les premières semaines, j'ai trouvé ça difficile. Puis là, je me disais, je vais repogner le beat, ça va se replacer, puis ça va se replacer. Puis je ne repognais pas le beat. Tu sais, quand ça arrivait, parce que tu fais une semaine de 6 jours, quand tu fais la fin de semaine, puis je trouvais ça difficile. OK. Je trouvais ça très difficile. Mais le monde de l'alimentation ou le monde du commerce de détail en général, pour les gens qui y travaillent, c'est beaucoup d'heures et parfois aussi beaucoup de fins de semaine. Tout le temps les fins de semaine. Fait que, tu sais, c'est énormément exigeant. Puis c'est un travail qui est très difficile avec le périssable, les pertes. Tu coupes. Et là, en plus, quand l'épicerie nous appartient, là, il y a encore une responsabilité additionnelle. Là. Il y a un stress additionnel. Il y a un stress additionnel que celui d'être le directeur de la place. Là. Oui, exactement. Que d'être le propriétaire de la place. Exactement. Donc, tous ces facteurs-là ont fait en sorte que finalement, tu t'es dit, c'est peut-être ça ma destinée. Là. Les planètes sont alignées pour ça. Bien, à chaque fois que je croisais quelqu'un du monde des affaires dans Saint-Jean, que ce soit à une sortie au restaurant ou IGA, c'était toujours la même question qui revenait. Puis, quand est-ce que tu commences comme DG? Puis, tu y as-tu pensé à ce job-là? Puis là, tu sais, là, j'arrivais chez nous, puis je disais à ma femme, hey, Donc, tout le monde pense ça. Finalement, il faudrait peut-être que j'y pense. Je recevais des messagers, hey, tu vas-tu prendre la place à Stéphane? Tu sais, c'était continuel tout le temps. Alors que toi, tu te dis, ben non, moi, je vais acheter un IGA, je m'en vais président de la Chambre, je pilote le comité pour remplacer Stéphane. Exactement. Tu sais, puis M. Perrault, il me dit, moi, Michel, tu veux faire président, là, go, vas-y, je te mets pas de bâton dans les roues. Puis il était super ouvert, vraiment là, gentil. Puis, tu sais, tout est ouvert. Il n'y avait rien qui m'empêchait de le faire. Là. Et ça faisait combien de temps que tu étais chez Perrault? 6 mois. 6 mois. Oui. C'était quoi la réaction? M. Perrault, il est très déçu parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'expérience, puis moi puis lui, on n'a pas la même gestion, la même vision de gestion. Puis on discutait, puis on échangeait beaucoup. Mais tout ce qui est plancher, il me laissait vraiment à la place. Là, on avait une entente ensemble, puis il l'a respecté du début à la fin. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette personne-là. Sauf que là, lui, évidemment, doit se retrouver un nouveau directeur. Oui, malheureusement. Ça fait partie de la vie. Oui, ça fait partie de la vie. Comment tu vois ce défi-là? Parce que la Chambre, évidemment, tu la connais bien parce que tu étais sur le CA. Oui. Tu en étais membre aussi depuis fort longtemps, impliqué gala, différents comités. Donc, la Chambre, tu la connais. Là. Oui. Tu connais le réseau d'affaires, tu connais les enjeux. Et évidemment, on le voit, la Chambre est passée de 2 à 6 employés en 4 ans. La Chambre est passée d'à peu près 300 à 600-700 membres. 735 entreprises 735, membres. Donc Chambre de commerce de l'année, directeur général de l'année avec Stéphane Legrand. Bref, ça va bien. Oui. La Chambre va bien. Oui. C'est quoi le défi? C'est de maintenir ce rythme-là? Bien, le maintenir, oui, parce que, tu sais, on a acquis une notoriété et puis, dans nos événements, il y a de plus en plus de participants. Les gens ils aiment venir faire du réseautage. C'est intéressant. Puis, tu sais, l'offre crée la demande. Et puis, moi, mon défi, ça va être, je veux continuer à élargir. Parce que, tu sais, on a hérité, il y a 1 an et demi, de Napierville, on a Saint-Jacques-le-Mineur, Lacolle, puis on n'a pas beaucoup développé ces 3 zones-là. Moi, mon mandat que je me donne personnellement, ça va être de développer, d'aller chercher des ambassadeurs dans ces 3 régions-là, et puis de développer avec des gens qui vont être un bon porte-parole pour la Chambre de commerce. Ça, c'est mon 1. Et mon 2, l'aile jeunesse. L'aile jeunesse, c'est notre relève, c'est notre futur, puis il faut qu'il soit encore plus présent sur le conseil d'administration, plus présent sur l'exécutif, et puis un petit peu plus d'activité aussi. Donc, un peu de développement du côté des zones un peu plus éloignées de la Chambre, là, des nouvelles zones acquises, si on veut, l'aile jeunesse, et ensuite le maintien des activités, le maintien des acquis. Oui. Là. On a encore du travail à faire avec l'industriel. Et puis, il y a un beau comité d'industriels. Il y a des beaux échanges qui se font. Mais il y a encore du travail à faire côté industriel. Il y en a qui ne croient pas encore à la Chambre de commerce. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Ça, c'est hyper important de continuer à développer l'industriel. Puis le marché de la construction, on n'y a pas touché encore. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail. On a encore beaucoup de développement qu'on peut faire. Là. Fait que, on a encore du pain sur la planche. Là. C'est quoi les défis sur le plan économique? Là, on a une région qui vit le quasi-plein emploi, 4,1 de taux de chômage. Même à la limite, certains diront on a même des problèmes de pénurie
Oui. On l'a vu. Le Conseil économique a déposé son bilan. On a créé 400 emplois, mais il y a 400 emplois qui n'ont pas trouvé preneur. Exactement. Parce qu'on n'a pas le monde pour les combler. Il y a même un défi d'immigration au travers ça. Il y a un défi de société. C'est quoi les défis économiques qui attendent la région et qui attendent les membres de la Chambre de commerce? C'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec Charles Poulin ce matin sur le plein emploi. Puis il faut absolument que Saint-Jean, on ouvre les portes avec l'immigration, qu'on soit ouvert, qu'on donne de la formation, qu'on continue à travailler avec Emploi Québec sur des formations, amener nos employés à être plus compétents. Puis des gens qui sont compétents, sont heureux dans leur travail, ils vont rester. Ouais. Fait que ça prend une appartenance, ça prend un développement avec l'immigration. Et puis, si l'économie de la ville va bien, les gens vont être portés à partir de Brossard, de Montréal, s'en ir à Saint-Jean, puis on peut récolter des bons employés, là. Mais effectivement, le plein d'emploi, c'est très difficile. Là, je le vis présentement. Bon. Il y a aussi le commerce en ligne, et là, je mettrais même une barre oblique, commerce en ligne et commerce de détail. Bon, évidemment, tu étais dans l'épicerie. Le commerce en ligne touche un peu moins, quoique ça se développe. Là, c'est en train de se développer. Ouais. Mais je regardais, ou même j'écoutais l'autre jour à la conférence de François Legault de la CAQ, là, qui est venu à l'hôtel pour la Chambre de commerce, puis il s'était fait interpeller justement par Robert Paquette de Pasquier, qui disait, nous, les gens là, dans le commerce de détail, là, qui pense à nous? Comment le gouvernement peut nous aider? Puis le commerce de détail, il y a probablement beaucoup de membres de la Chambre de commerce qui émanent du commerce de détail. Et François Legault qui dit, je ne veux pas être pessimiste, mais les 10 prochaines années, ça va être dur. Ça va être tough, là. Oui. Parce que le commerce en ligne commence à vous rentrer dedans. Puis vous devez, tous et chacun, trouver des stratégies ou vous mettre ensemble pour dire, si moi je vends des chaussures puis que mon voisin à côté vend des chaussures, bien mon voisin d'à côté, c'est pas mon compétiteur. On va faire des affaires ensemble pour être tous les deux plus forts. Donc, c'est une vision du commerce de détail qui est complètement différente de celle qu'on avait du temps de nos parents, là, il y a une trentaine d'années. Là. Parce que, tu sais, le commerce de détail prend beaucoup de place. Le commerce en ligne, excuse. Puis le problème, souvent, c'est que c'est des sites que tu ne paies pas les taxes. Oui, ça, c'est l'autre problème. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal, les commerçants. Mais ça, le gouvernement doit mettre les pieds à terre puis dire, quand tu achètes dans un pignon sur rue, tu payes les taxes. Bien, en ligne, tu dois payer les taxes pour donner un coup de main aux marchands qu'eux payent des taxes, ils payent des loyers. Puis, oui, exactement. Fait que la guerre n'est pas présentement pas équitable. Là. Fait que ça aussi, c'est un point qu'on va avoir besoin de la part du gouvernement pour nous donner un coup de main aux marchands là-dedans. Là, puis, Donc là, entrée en poste lundi, le 18 juin. Oui. Et là, ça se termine chez Perrault le 15 juin. 15 juin, vendredi 15 juin. Donc, quelques journées de congé ou à peine. Non, pas du tout. Juste le week-end. Juste le week-end, oui, c'est ça. J'avais des vacances de prévues, fait que je vais prendre mes vacances en juillet. Puis un peu plus tard. On se prépare. Une chance que la permanence fait un bon travail. La boum est pas mal avancée, fait que on va livrer la boum, puis après ça, on rentre dans un dossier. Ça va vite, là. Michel Mineault, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis au plaisir de travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de tourisme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% gala de boxe du 29 juin prochain. Oui, avec Steve Bossé, le président du groupe Yvon Michel. Yvon Michel en personne. Oh, que ça fait fort, mon cher. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons tourisme, oui, pour faire le bilan de l'année touristique 2017 en Montérégie.
Également, la composition du conseil d'administration chez Tourisme Montérégie. Petit clin d'œil également sur la saison touristique à venir. On est à quelques semaines à peine du début de l'été, qui est quand même une saison importante. Avec nous pour en parler, elle est directrice générale chez Tourisme Montérégie, Josée Julien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, comment peut-on résumer l'année 2017? On est déjà presque à la moitié de 2018, mais pour vous, évidemment, quand on administre une entité comme un organisme comme Tourisme Montérégie, évidemment, l'heure est au bilan. Il faut faire des bilans pour pouvoir comparer aussi. Mais quand on prend 2017 et qu'on compare cette année-là aux, disons, aux 3-4 années précédentes, elle se situe où dans l'équation? Bien, si on compare comparativement à l'an passé, c'est sûr certain que l'année 2017 a été exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que 2016 n'a pas été une bonne année. 2016 a également été une bonne année comparativement à 2015, donc on est en croissance. Mais 2017 a vraiment été exceptionnel. Donc, a été exceptionnel si j'amène, soulignons entre autres, là, je dirais qu'on a dépassé le cap du 50 du taux d'occupation en Montérégie. Donc, ce qui est une hausse de 4,5 comparativement à 2005. Donc, des hôtels plus occupés. Des hôtels plus occupés. Donc, également, ce qui a permis d'atteindre des revenus totaux d'hébergement à 91,5 millions de dollars en région. Donc, une hausse de 9 des revenus totaux globaux d'hébergement touristique. Les attraits, les événements, les festivals, nature plein air et les parcs ne sont pas en reste non plus. Ils ont une hausse de 30 comparativement à l'été passé. Rappelons toutefois quand même que le début de la saison 2017 avait été quand même difficile au niveau de température pour nos partenaires et nos attraits touristiques. Ouais. Mais à partir du mois de juillet, la mi-juillet, je vous dirais, ça nous a permis de rattraper vraiment la balle au bond. Et la Montérégie est aussi populaire autant l'hiver que l'été maintenant. Hein. Donc, en termes de proportion, elle est aussi populaire au niveau des activités. Si on dit que 2016 a été quand même une bonne année, mais que 2017 est une année exceptionnelle, en quoi peut-on attribuer ces succès? À quoi peut-on dire qu'on a eu une augmentation de 4,5 du taux d'occupation, l'augmentation des revenus en hébergement, 30 plus de fréquentation dans les attraits touristiques? Donc, si 2016 a été une pas pire année, pourquoi 2017 est une année exceptionnelle? Bien, c'est sûr, certain qu'il n'y a pas juste des campagnes de promotion qui font en sorte que tout est garant et gage de succès. On s'entend qu'il y a toujours des facteurs externes qui contribuent à tout ça. Alors, c'est sûr, certain qu'il y a eu le 350e anniversaire de Montréal, de grands événements également à Montréal, donc qui fait en sorte qu'on a du débordement. Un effet de débordement. Oui, effectivement, un effet de débordement, un effet d'excursion, de séjour prolongé, justement, en région. Au-delà de tout ça, ajouter, justement, des campagnes gagnantes, agiles, flexibles, une température qui est devenue de plus en plus clémente, une campagne de promotion qui est maintenant annuelle. Alors, rappelez-vous, il y a de ça jusqu'à 2 ans, on ne faisait des offensives que durant le printemps, l'été et l'automne, où nos produits forts et porteurs sont localisés. Mais force est de constater que maintenant, avec la connaissance stratégique qu'on va chercher davantage, on a autant d'excursionnistes qui sont présents en Montérégie durant la saison hivernale. Alors, c'est un créneau sur lequel maintenant on table. Donc, on voit que c'est un ensemble de facteurs qui expliquent évidemment ce succès exceptionnel pour 2017. Tout à fait. Il faut dire qu'on a des produits aussi touristiques qui sont très intéressants, là. Donc, qui sont uniques. Autant au niveau de l'hébergement, au niveau... Puis nos partenaires touristiques, nos entrepreneurs sont toujours à l'affût de qu'est-ce qu'ils peuvent faire de nouveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux. Et on a aussi la philosophie maintenant au niveau de l'expérience client de mettre le client davantage au cœur. Tu sais, au niveau du service à la clientèle, le client a toujours été au cœur de la démarche, mais maintenant, autant au niveau de la promotion qu'au niveau du service à la clientèle, le client est maintenant au cœur de la démarche. Alors, c'est avant, pendant et après qu'on prend soin de notre visiteur. Est-ce qu'on se trompe en disant que le défi en Montérégie demeure toujours et va toujours demeurer son positionnement? C'est-à-dire que près de Montréal, près de la frontière, des régions plus populeuses, des régions plus rurales, un grand territoire, est-ce que ce facteur-là ou ces facteurs-là font en sorte que la Montérégie, c'est toujours le même défi de savoir comment on se positionne pour être capable d'en tirer le maximum? Ce fut peut-être un cas il y a quelques années, puis c'est le pourquoi que finalement on avait pris des offensives pour y aller en fonction des produits de niche. Je te dirais que la perception du fait que la Montérégie, elle est grande, c'est une fausse interprétation.
C'est une fausse interprétation. C'est la 3e plus petite région touristique au Québec. Par contre, de par le fait que c'est une des régions les plus populeuses du Québec, on a l'impression que c'est un territoire qui est vaste, qui est immense. Ce qui est, donc, il y a cette interprétation-là. Alors, puis notre ADN, c'est ça la constitution de notre ADN, hein? C'est que, oui, on a toujours dit, on n'est pas une région de destination, on est une région d'escapade, de court séjour. Puis l'ADN de la Montérégie, et ce qui fait notre force, c'est que notre offre, elle est dense, elle est diversifiée, elle est répartie sur l'ensemble du territoire, dans un cadre tantôt champêtre rural, mais dans un cadre tantôt aussi urbain et dans des cadres villageois. Et la proximité de Montréal, des frontières américaines, de l'Ontario et des régions limitrophes fait en sorte qu'on a un bassin de clientèle, vraiment un potentiel de bassin de clientèle qui est extraordinaire, justement, pour devenir le terrain de jeu. Est-ce qu'on a encore du travail à faire? Oui. Mais on a vraiment ce potentiel-là. Donc, malgré le fait qu'on est peut-être majoritairement, oui, une région d'escapade, moi, je suis toujours surpris, puis c'est peut-être anecdotique, mais très souvent, j'ai affaire à l'hôtel ici, au Quality Inn, pour différents événements auxquels je vais. Puis quand je me stationne, presque à chaque fois, je vois des autobus remplis d'Asiatiques. Et là, je me dis, ils viennent d'où, ce monde-là? Et pourquoi ils viennent chez nous? Bien, écoute, c'est justement, tu vois... Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a du tourisme étranger? Bien oui, il y a du tourisme étranger. Écoute, sur le 9,7 millions de visiteurs qu'on a annuellement, tu as 20 qui sont des touristes et non juste des excursionnistes. Tu as un peu plus de 2 millions de visiteurs, donc qui sont des touristes, et le reste, 7,7 à peu près, 7,7 millions, je m'excuse, d'excursionnistes. Et dans nos offensives, tu sais, là, on parle de campagne d'agrément, on voit à la radio, à la télévision, tout le kit. Mais au-delà de tout ça, nous, on travaille le marché international. Et sur le marché international, on fait des foires, on fait des bourses et on travaille le réseau de distribution de façon intensive. Nous avons une équipe au sein de l'équipe marketing qui travaille ces marchés spécifiques-là, qui travaille en collaboration avec l'Alliance et qui fait en sorte qu'on va chercher. Et l'expertise qu'on a au sein de notre équipe, ce sont d'anciens forfaitistes. Alors, c'est des créneaux qu'on va travailler. Donc, on va en fonction des besoins de ces clientèles-là, en fonction de leur champ d'intérêt. Quand je vous parle que le visiteur est au cœur de la démarche, c'est qu'on fait presque du sur-mesure pour eux. Et on travaille avec les firmes comme John View de ce monde qui vont chercher ces clientèles-là et qui fait en sorte que nos hôteliers sont en mesure de pouvoir recevoir ces clientèles internationales. Et je présume que dans ce cas-ci, la proximité avec Montréal devient payante parce que ces gens-là atterrissent probablement à Dorval, j'imagine. Effectivement. Et là, évidemment, ils visitent probablement la ville, mais donc, comme la Montérégie n'est pas très loin, ça devient un avantage. Bien, tout à fait. Et tu as aussi maintenant les nouveaux vols, Montréal-Shanghai, celui qui s'en vient sur le Japon, qui va faire en sorte que ces clientèles-là... Ça a un impact chez nous. Oui, énormément. Oui, énormément. Quelques petites modifications au sein du conseil d'administration chez Tourisme Montérégie? Oui, bien, effectivement. Donc, le conseil d'administration a presque été renouvelé en totalité. Nouvel administrateur en la personne de monsieur, je m'excuse... au niveau des gîtes touristiques. Donc, je m'excuse, le nom m'échappe. Donc, il est nouveau, mais je pense que c'est M. Dufresne. Oui, c'est bel et bien ça, M. Dufresne. Et au niveau du comité exécutif, nous avons maintenant M. Benoît Lemay de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est premier vice-président, et Mme Louise Letourneau, deuxième vice-présidente. Et M. Parent, Régent Parent, en est toujours le président? Oui, qui renouvelle son 4e mandat, effectivement, à la présidence de Tourisme Montérégie, avec laquelle j'ai une excellente collaboration et où on apporte de saines habitudes et de bonnes façons de faire au niveau de la gouvernance au sein du conseil d'administration de Tourisme Montérégie. Bon, parlons un peu de ce qui s'en vient durant l'été. Quels sont les principaux faits saillants, notamment pour nous qui peut-être avons quelques occasions de, comme on dit, de devenir des excursionnistes et de visiter notre propre Montérégie? Donc, quels sont les principaux faits saillants ou les nouveautés ou qu'est-ce qu'il y a de particulier cet été en Montérégie? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Écoute, c'est sûr et certain que les forces demeurent les mêmes, l'agro-tourisme, le tourisme gourmand, parce qu'on l'approche plus au niveau du tourisme gourmand maintenant que de l'agro-tourisme en soi. Le fait de vivre des expériences immersives à la ferme, c'est extraordinaire pour le visiteur. Ça lui permet de vivre des expériences uniques et authentiques. La même chose au niveau des hébergements inusités. On a toujours les incontournables comme la CEPAC, les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux du Canada. Au-delà de tout ça, vous avez tout ce qui est le volet culturel, événementiel, grand air, plein air, nature.
Écoutez, il y a de tout pour tous les goûts là, pour une escapade réussie. Ouais, les gens peuvent toujours aller visiter la maison touristique au 1030 à Brossard. Ouais. Et évidemment, les différents outils, dont le web, sur lequel, je présume, on trouve la panoplie d'informations. Tout à fait. Sur monescapade.ca, vous allez retrouver l'ensemble des informations des secteurs touristiques de la Montérégie où vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir planifier votre escapade. Puis au-delà de tout ça, on est donné des nouveaux volets au niveau des parcours également, où on fait de la suggestion de parcours pour pouvoir justement aider le visiteur à planifier son escapade. Alors, donc, c'est parti pour les escapades estivales en Montérégie. Et voilà. Saison 2018 qui est en cours. Et comme on le disait tantôt aussi, donc une saison qui, dorénavant, c'est important de le mentionner, c'est pas juste l'été, c'est vraiment 12 mois par année. C'est 12 mois par année. Nos offensives sont 12 mois par année. Effectivement. Et là, vous avez un nouveau joueur à Venise en Québec aussi, là, qui amène du monde dans ce coin-là, avec le Oui, Noasport. oui, effectivement. Donc, on a des entrepreneurs très dynamiques à Montérégie. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. Durant l'été, dans vos 3 bibliothèques municipales, il y a des clubs de lecture. Donc, si ça peut intéresser vos enfants, c'est peut-être intéressant. Donc, peut-être vérifier avec eux leur niveau d'intérêt et vous inscrire, évidemment, dans l'une de vos bibliothèques. Chaque semaine, on vous résume les travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les séances sont rendues quand même assez longues depuis quelques semaines. Donc, nous, on vous résume tout ça en 2 fois 30 minutes dans les 2 semaines suivant le Conseil de ville. Chaque semaine, chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets, pour avoir la liste. Visitez le site Internet de la télé. Et puis, entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.